Bonjour à tous pour cette nouvelle édition de l'ESCA Alumni TV. On est très heureux de vous retrouver ce soir avec un programme très intéressant puisque nous avons le privilège notamment de recevoir Jean Charouin, directeur général de l'ESCA, pour nous faire une présentation rapide du plan stratégique, mais également nous allons recevoir des alumni afin que nous puissions ainsi échanger et faire en sorte que les questions des alumni puisse être répondu par Jean et par vous qui nous regardez, puisque on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Vous avez un chat, vous pouvez vous exprimer et ainsi partager, interagir et poser vos questions. Mon rôle, ce sera notamment de les relayer. Mais avant toute chose, on accueille sur l'antenne Patrick Bouillet. Comment vas-tu, Patrick? Bonsoir, bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, je me présente Patrick Bouillet, je suis promo 87, prescription criminelle, et depuis 3 ans, je suis le directeur général des Alumni, association qui a connu un nouveau départ avec un changement de business model. Bon, je suis déjà revenu plusieurs fois là-dessus, mais je voulais revenir sur 2 points très, très importants. Le premier, c'est qu'est-ce qui fait la valeur aujourd'hui de notre diplôme? Qu'est-ce qui fait la communauté SK? Globalement, la valeur de notre diplôme, c'est la valeur du diplôme à l'année N. Ce n'est pas la valeur du diplôme à l'année N-1, N-2 et surtout à l'année de notre diplomation. Pour moi, ça remonterait quand même à il y a plus de 33 ans maintenant. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ce diplôme, cette diplomation, elle fait communauté. Elle fait réellement communauté et tout le monde apporte sa petite brique à la construction de la marque SK. Donc, ma première intervention, c'est ça. Et ensuite, la deuxième, c'est que cette émission étant spécialisée, on va dire, sur les jeunes générations de diplômés, 2016-2019, un peu une édition spéciale, je voulais vous faire passer un message concernant l'importance que vous, jeunes diplômés, vous allez avoir dans les années précédentes. D'un point de vue purement démographique, avec l'augmentation des promotions, avec les nouveaux campus, avec les développements internationaux ou autres, avec le développement des filières bachelor, vous allez, tous les ans, il y a 1200 nouveaux alumni qui vont rejoindre notre communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2025, vous allez représenter, vous les jeunes diplômés depuis 2016-2025, vous allez représenter un quart de nos effectifs, 25%. C'est pas rien. Ça veut dire que au-delà de la tarte à la crème traditionnelle en disant vous êtes le futur de l'association, mais vous êtes le futur parce que vous êtes les jeunes, mais aussi vous êtes le futur parce que vous êtes les plus nombreux à l'intérieur de l'association. Donc, dans les quelques mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, tout notre enjeu, ça va être de développer des nouveaux services parce qu'un réseau ne vit qu'à travers ses adhérents, à travers vous, les jeunes. Donc, on reviendra vers vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour arriver à déterminer quelles sont vos attentes réelles par rapport au réseau et ce que vous, vous-même, vous avez envie d'apporter à ce fameux réseau. Voilà, à travers ce message assez générique, mais qui me pensait, enfin, que je pensais être assez fondateur quand même, je vais passer la parole à l'école maintenant. Le réseau passe la parole aux alumni et je vous dis à très bientôt, de toute façon, lors de l'un de nos 100 événements organisés à travers le réseau alumni. Un peu moins cette année à cause du Covid, mais globalement, on est sur plutôt une centaine d'événements. À très bientôt en tous les cas. À bientôt. Merci Patrick pour cette intervention qui marque le début de cette émission. Avant de passer à la présentation du plan stratégique, on va présenter les 3 alumni qui ont accepté d'être avec nous et on les en remercie à l'avance pour leur présence et pour leurs questions. On va accueillir tout de suite sur l'antenne Mathieu Arvizet. Comment vas-tu, Mathieu? Et peux-tu te présenter? Bonjour tout le monde, merci. Donc du coup, Mathieu Arvizet de la promo 2013-2018. Donc voilà, je suis actuellement basé à Madrid où je gère les opérations d'une start-up appelée Oclo, qui est une plateforme de services digitaux pour des organisations sportives. On collabore d'ailleurs avec la NBA pour leur ligue junior NBA partout dans le monde. Et donc rapidement par rapport à mon parcours, donc moi j'ai fait master entrepreneuriat où j'ai pu donc fonder ma startup appelée Futuro, que j'ai revendu d'ailleurs il y a 1 an à l'entreprise où je travaille maintenant, Oclo. Voilà pour Mathieu Arvizet.
Merci de ta présentation. On a aussi avec nous Alice Dubald. Bienvenue sur l'antenne. Est-ce que tu peux faire de même, te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours, s'il te plaît? Oui, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Alice Dubald. J'étais dans la même promotion que Mathieu, donc 2013-2018. J'ai intégré, moi je suis en audit financier chez Mazars depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai fait mon stage de fin d'études directement là-bas, donc j'ai continué. Au niveau de mon parcours étudiant, j'ai fait le master Corporate Finance. Donc pas le master audit, mais ça m'a quand même pas empêché d'aller en audit après. Voilà. Ok, super, merci. Et pour le troisième alumni qui est avec nous, il s'agit de Maxime Léon. Comment vas-tu, Maxime? Écoute, ça va. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je suis diplômé en 2016. Alors moi, j'ai fait comme Alice le master Corporate Finance, mais après un stage de fin d'études dans la banque, je me suis finalement, on va dire, j'ai changé de voie et je suis passé sur le consulting en informatique. Je suis actuellement chez Deloitte, donc qui est ma deuxième boîte après l'ESCA. Et puis on vit ces moments de confinement en Bretagne, ce qui est plutôt agréable. Et donc voilà, et un plaisir de partager avec vous, on va dire, mes ressentis par rapport à ce qui va être présenté par Jean. Et voilà. Très bien, merci. Alors, c'est participatif. Vous êtes sur le chat, on vous lit. Et on a par exemple, on dit salut à Kevin et à Bruno. Bruno nous dit que le concept de l'émission est canon, mais que ça démarre un peu tôt pour lui. Eh bien, écoute, on prendra note. Dites-nous dans le chat si vous êtes d'accord avec Bruno. Quel horaire sera idéal? Quel jour? Je pense que Patrick sera d'accord avec moi pour dire que l'idée, c'est quand même qu'on s'adapte aux alumni, puisque c'est quand même une télé pour les alumni. Ça paraît logique. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes tous à un moment de votre vie, vous deviez choisir votre école et quelque part vous avez croisé la route d'une vidéo qui ressemblait à ça. Et ça vous a fait envie, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes maintenant des alumni ESCA, puisque vous avez choisi l'ESCA. C'est justement l'occasion pour moi d'accueillir Jean Charouin. Bonjour Jean, bienvenue sur l'antenne. Bonsoir à tous. Alors, en préliminaire, tu avais une présentation du plan stratégique à nous faire, afin qu'on ait une base de discussion pour ensemble construire l'ESCA de demain. Eh bien, je te laisse la parole. Très bien. Alors, le plan stratégique de l'ESCA, mais avant d'évoquer ce plan stratégique, je pourrais peut-être vous parler de ces années qui se sont écoulées depuis votre sortie de l'école. Alors, si on reprend les principaux faits marquants de 2015 à 2019, de toute façon, c'est assez simple. D'une part, c'est un affichage international avec l'apparition dans le classement du Financial Times, dans les 100 meilleurs masters en management. C'est l'ouverture des 3 campus en 2016 avec Aix, Bordeaux et Lyon, et on pourra revenir sur ces éléments-là. L'extension du campus de Paris, l'obtention de nouvelles reconnaissances que sont à la fois le BSIS, qui est un label de l'EFMD qui permet d'apprécier l'impact économique et sociétal d'une business school, mais également l'obtention du label d'ESPIG. Alors, le label d'ESPIG, c'est tout simplement un label qui nous décerne une reconnaissance par l'État d'être une association loi 1901, certes, mais reconnue d'intérêt général. Et ça, c'est très intéressant par les temps qui courent en termes de modèle dans la course qui va nous confronter parfois à l'arrivée de certains fonds d'investissement dans l'enseignement supérieur. C'est l'extension du campus de Budapest, c'est la refonte du programme Bachelor, c'est un nouveau campus à Lyon depuis le mois de juin dernier,
Et voilà, et on poursuit le renouvellement de l'accréditation EQUIS à l'automne dernier, puis il y a de ça quelques semaines l'annonce du renouvellement de l'accréditation ICSB, et puis dans quelques semaines le label AMBA, l'association des MBA que nous allons renouveler. En tout cas, tout ça pour dire, c'est que je m'inscris à la fois dans la continuité, mais avec un plan stratégique qui, bien évidemment, va devoir tenir compte à la fois de ses forces de l'ESCA, de tout ce qu'elle a pu faire. Et il y a une trajectoire qui est assez incroyable en France et en Europe. C'est-à-dire que c'est une des rares institutions à avoir pu, en l'espace de quelques années, décrocher à la fois les 3 grandes accréditations internationales, EQUIS et CSB en bas, et en même temps de lancer de nouveaux campus, à la fois un challenge quantitatif et qualitatif que très peu d'institutions ont pu réaliser, si ce n'est en Chine, et ça vous donnera un petit peu une idée de l'ampleur de la dynamique de l'ESCA, dynamique qui est possible aussi parce qu'il y a de sérieuses compétences en interne, des compétences entrepreneuriales qui ont permis de lancer ces nouveaux campus. Et je compte bien m'appuyer sur ces compétences internes pour aller plus loin. Alors, depuis mon arrivée en novembre 2018, on a travaillé sur ce plan stratégique. Et ça a été un travail collaboratif qui a permis d'aboutir déjà à un nom. En fait, le nom est arrivé tout à la fin, une fois qu'on avait beaucoup réfléchi ensemble. Un nom qui a été finalement adopté par la gouvernance de l'école, mais suggéré par des collaborateurs. Et ce nom, c'est Odyssée 2024, Odyssée 2024. Alors, un Odyssée, vous savez bien ce que c'est, hein. C'est tout simplement l'Odyssée, c'est un voyage qui n'est pas de tout repos. Alors, ça tombe bien, on a commencé par une première tempête qui est le Covid, mais cette Odyssée, ça va être aussi une trajectoire, un voyage qui va permettre à l'ESCA d'affronter et puis surtout de relever de nouveaux défis. Alors, on a retenu 3 grands principes qui vont guider notre action au cours des années à venir. 3 grands principes d'action. Alors, le premier, c'est le design organisationnel, le second, l'innovation et la qualité. Alors, le design organisationnel, eh bien, c'est tout simplement faire en sorte de capitaliser sur cette croissance qui a connu l'école au cours des dernières années, mais qui est une croissance rapide, forte, et qui redistribue un peu les cartes. C'est-à-dire qu'on se met un peu quelques années en arrière. En 2013, quasiment 60% des étudiants étaient localisés à Angers. Aujourd'hui, ils sont à peu près 40% et dans 5 ans, ils seront peut-être que 25% à être localisés à Angers. Ça ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, tout étudiant ne passera pas à Angers. Justement, c'est ça la réflexion aussi en termes de nouvelle ESCA à terme, c'est de faire en sorte que même si le barycentre, en tout cas, n'est plus tout à fait à Angers, le cœur de l'école reste à Angers et ce design organisationnel va nous permettre de repenser le fonctionnement de l'école. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le directeur général était en même temps directeur du campus d'Angers. Dans la configuration actuelle, vu les enjeux stratégiques en France et à l'international, il m'est difficile d'être à la fois à Angers et sur le développement international du groupe. C'est pour ça que d'ici quelques jours sera annoncée la nomination d'une personne à la direction du campus d'Angers, qui deviendra un campus, je dirais comme Paris et Lyon, mais en tout cas qui va avoir une autonomie de fonctionnement. Et moi, je serai à la tête des fonctions centrales qui vont permettre d'assurer le développement et le positionnement stratégique de l'école. Ce design organisationnel, c'est aussi la création d'une direction des opérations, un peu comme dans les entreprises où on a des directions industrielles. Et là, on a une direction des opérations qui va superviser l'ensemble des campus afin qu'il y ait une bonne adéquation entre les ressources en termes de facultés, de corps professoral, les étudiants présents sur nos campus, le positionnement de chacun de ces campus afin d'avoir une offre de grande qualité. Ce design organisationnel, c'est aussi la montée en puissance de notre offre de relations entreprises et de formation continue. Jusqu'en 2018, la relation entreprise était énormément positionnée sur des thématiques telles que le positionnement en stage et l'orientation. C'est très bien, mais ce n'est pas complètement suffisant. C'est pour ça que nous souhaitons une relation entreprise soit vraiment dans une logique B2B dorénavant qui permette à des entreprises d'avoir en ESCA un partenaire qui leur propose à la fois des contrats de recherche, des contrats de formation continue, des partenariats en termes de positionnement d'étudiants et d'alternance ou de stage, avec de nouvelles compétences qui sont arrivées. Par exemple, il y a dorénavant une personne en charge de la relation grand compte entreprise à l'ESCA.
L'innovation, deuxième principe, c'est l'innovation sous toutes ses formes, à la fois en termes de programme. Nous travaillons d'ores et déjà sur le lancement d'un MBA part-time qui permettra de renforcer le pôle d'offres en formation continue et d'apparaître dans des classements d'ici quelques années dans la rubrique MBA à l'international, de renforcer la digitalisation de nos enseignements. Il faut savoir que nos équipes ont été capables en 48 heures de basculer l'intégralité de leurs enseignements en ligne. Je pense qu'il faut aller plus loin et c'est pour ça, et d'ailleurs, dans notre plan stratégique, on a, en termes d'innovation, le lancement d'un campus virtuel qui s'appelle, en tout cas pour Montguerre pour l'instant, SK Cloud, sur lequel travaille une de nos enseignantes qui est très en pointe sur ces sujets, puisqu'elle est à l'origine du MOOC Creative Box, et qui est sans doute un des MOOC, qui fait partie des 5 meilleurs MOOC en sciences de gestion et en innovation en France, selon les Échos et, je crois, Challenge. Cette innovation, ça va être aussi la réforme du programme Grande École pour tenir compte de la réforme du baccalauréat, mais aussi pour faire en sorte que ce programme Grande École soit une référence en France et en Europe en termes d'interdisciplinarité. Et un nouveau directeur de programme a été nommé il y a de ça quelques semaines, juste avant le début du confinement. C'est Franck Gawal qui est en train de retravailler en profondeur ce programme pour vraiment en faire un programme qui permette à la fois de concurrencer les écoles traditionnelles sur le segment du post-bac, mais également les classes préparatoires en proposant une formation qui soit intermédiaire entre ce que fait une formation très professionnalisante, mais aussi une ouverture sur la culture générale, la géopolitique, les relations internationales. L'innovation portera aussi sur la vie associative, parce que je sais que la vie associative est une des forces de l'ESCA. On a eu le témoignage ces derniers temps avec le challenge BC100, dans lequel l'ESCA est apparu comme l'école qui avait le plus de projets en France, toute école confondue d'ingénieurs et de management, post-bac et post-prépa. Et ça, c'est très révélateur de la dynamique de l'école. Le troisième principe, c'est la qualité. La qualité à l'ESCA, ce n'est pas la qualité au sens d'élitisme, c'est tout simplement faire ce qu'on a dit et bien le faire. Donc, ça veut dire être très vigilant sur la qualité de nos process, des certifications, améliorer la reconnaissance externe encore de nos formations à travers des certifications professionnelles, à travers la formation continue. Mais c'est de toute façon en permanence viser des formations de qualité pour attirer des étudiants de qualité et on passera en revue toute la chaîne afin de s'assurer que nos formations soient réputées comme, en tout cas, que ce soit des références tant en France qu'à l'international. Et l'objectif in fine, c'est de faire en sorte que l'ESCA, avec ces 3 principes, devienne un des meilleurs espaces de travail, d'études, de recherche pour les étudiants, les enseignants-chercheurs, les collaborateurs, d'ici 5 ans, un des meilleurs cadres de travail et d'épanouissement personnel parmi les écoles de management françaises et européennes, en fixant bien évidemment des objectifs ambitieux au niveau des classements européens pour figurer, je l'espère, dans le top 30 européen des meilleures formations en management. Voilà. Alors, ces 3 principes vont irriguer ce que l'on appelle les axes de progrès, c'est-à-dire ces axes de progrès, ce sont toutes les composantes de l'école, que ce soit les relations entreprises, que ce soit les relations avec les alumni, que ce soit l'international, la gestion du corps professoral, le management de nos équipes, nos moyens généraux et nos systèmes d'information, parce qu'il faudra que nos systèmes d'information soient à la hauteur, et même en design organisationnel, l'organisation de l'école va s'appuyer sur ce qu'on appelle une business intelligence beaucoup plus puissante qu'elle n'est aujourd'hui, afin de pouvoir simuler, anticiper tous les éléments, toutes les incertitudes de l'environnement, et on sait bien qu'on est dans un environnement pour le moins incertain. En tout cas, c'est la grande révélation de ce Covid, c'est que de toute façon, je ne sais pas si le monde sera comme avant ou pas. En tout cas, je sais qu'il est très incertain et que seules les organisations résilientes et capables de s'adapter en permanence devront le faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce plan stratégique n'a pas été conçu dans une approche, je dirais, assez traditionnelle, hypothèse haute, hypothèse basse et hypothèse moyenne. On l'a conçu plutôt sur la base d'options, c'est-à-dire que ce plan stratégique est basé sur différentes options que l'on exercera à plus ou moins court terme ou long terme. Et il se trouve qu'avant que cette crise du coronavirus n'apparaisse, nous avions élaboré un certain cheminement avec des options que nous allions exercer plus tôt en 2020-2021 et d'autres plus tard en 2023-2024. Et il se trouve qu'avec cette crise, on va sans doute renverser la priorité de certains chantiers
afin de donner peut-être la priorité davantage au marché français et européen dans un premier temps, parce que l'incertitude est moindre sur la zone Schengen, et aller peut-être davantage un peu plus tard sur des zones continentales plus éloignées ou renforcer notre présence sur des zones continentales plus éloignées. Il faut bien sûr faire preuve de prudence, en tout cas de pertinence de jugement dans cette situation, pour le moins incertaine. En tout cas, les ambitions sont là. À l'objectif, à l'horizon 2024, un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que l'ESCA compte dans ce groupe des meilleures écoles de management françaises, des plus puissantes, entre guillemets. Alors, cette puissance se traduit souvent par des indicateurs assez simples. C'est 3 accréditations internationales, nous les avons déjà, mais il faudra que sur Equis, nous ne soyons plus réaccrédités pour 3 ans, mais pour 5 ans, et ça, c'est notre objectif en termes de recherche et de fiabilisation de nos process. Et puis, un autre indicateur qui peut paraître parfois un peu surprenant, mais la quantité est une qualité, et ça veut dire qu'il faudra que nous approchions un budget de l'ordre de 100 millions d'euros contre un peu plus de 50 millions actuellement. Ça me semble possible. Il faut simplement être très attentif aux variations de l'environnement, et je sais que la crise du coronavirus ne sera pas sans impact. Mais ceci dit, je connais aussi le potentiel de l'école et surtout tous ces champs de progrès, et ils sont nombreux. Et je pense qu'avec une équipe bien soudée, on pourrait attaquer des marchés que nous n'avions pas conquis jusqu'à présent. Ce plan stratégique, il va se décliner aussi au niveau des campus, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une idée générale de ce que l'on veut faire de l'ESCA dans les années à venir, mais pour un collaborateur ou un étudiant d'Aix-en-Provence, de Budapest, de Shanghai, de Lyon, de Bordeaux ou d'Angers, ce qui va lui faire sens, c'est son vécu quotidien. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nos campus vont aussi avoir des projets qui s'intègrent dans le plan stratégique plus global. Certains vont miser davantage sur des thématiques telles que le rayonnement institutionnel, en organisant des conférences ou des cycles de conférences qui contribuent au rayonnement intellectuel, culturel de l'ESCA, hein, par exemple à Paris, pourrait très bien se positionner sur ce segment-là. Les infrastructures, eh bien, beaucoup de campus modernisent leurs infrastructures. J'imagine bien que vous avez déjà vu quelques images du campus de Lyon, qui est d'une grande qui peut nous inspirer pour les prochains campus. Le campus, nous avons déjà un nouveau campus à Bordeaux en locatif, mais nous savons que d'ici 2 ans, nous aurons un campus en pleine propriété également à Bordeaux, dans l'ancienne Bastinienne, le Mess des Officiers, un campus de toute beauté qui alliera le vert, les matériaux modernes et une architecture plus classique. Et d'autres thématiques telles que l'international, la responsabilité sociétale de l'entreprise ou l'interdisciplinarité viendront colorer aussi les projets des campus. C'est le cas de Lyon, d'Angers et de Paris qui miseront beaucoup plus sur l'interdisciplinarité. Le campus de Bordeaux misera aussi sur la responsabilité sociétale des entreprises. Bref, tout un champ d'action qui est très stimulant, avec une organisation des équipes et des évolutions organisationnelles à venir. C'est pour ça que le premier principe de ce plan, c'est le design organisationnel, faire en sorte que nous soyons en bon ordre de marche pour être capable de relever les défis de croissance, des défis qualité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean pour cet exposé très clair. Alors sur le chat, on vous lit, hein, la preuve c'est qu'on vous affiche. Et on a une première question de Bruno Yann. Est-ce que la multiplication des sites n'était pas un risque sur l'homogénéité de la qualité de l'enseignement? Qu'est-ce que tu pourrais nous répondre à ça? Alors, la multiplication des sites, de mon point de vue, et là, on peut regarder des éléments que j'ai montrés aux collaborateurs il y a de ça 1 an et à certains étudiants. Ce qu'on se rend compte, c'est que jusqu'en 2010, quand on regarde la notoriété sur Google Trends de l'ESCA et de l'IESEG, l'ESCA était devant l'IESEG dans 2 provinces sur 3 en France, 2 provinces administratives, 2 régions administratives sur 3 en France. Qu'en 2015, à la veille de l'ouverture des campus, l'ESCA était devant l'IESEG sur Google Trends uniquement dans 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire et le Limousin. Je n'ai rien contre le Limousin, mais il faut bien reconnaître qu'en termes de bassin démographique, ce n'est pas le même potentiel que d'autres régions. Et ça signifie bien qu'en termes d'attractivité, il y avait un souci de fond. L'ouverture des nouveaux campus, et je sais qu'elle a posé beaucoup de questions,
aux élèves de l'ESCA et que de toute façon, c'est vrai qu'on ne conquiert pas de part de marché sans un moment ou un autre investir ou desserrer la contrainte. Cette contrainte, elle a été desserrée pendant quelques années pour faciliter l'ouverture de ces campus et remplir ces nouveaux campus. C'est pas pour ça qu'on l'a dégradé complètement. Une chose est certaine aujourd'hui, c'est que quand on regarde les chiffres d'inscription sur Parcoursup en 2020, on se rend compte que, par exemple, en candidature unique, nous n'avions qu'un seul candidat en 2015 à Lyon. Aujourd'hui, nous avons près de 40 candidatures uniques à Lyon. Uniquement à Lyon, c'est-à-dire des candidats qui ne candidateront même pas à l'ISEG ou à l'ESDES. Que c'est du même ordre à Bordeaux. C'est-à-dire que nous avons des candidats qui ne candidatent qu'à l'ESCA et ni à l'ISEG, ni à l'ESDES. Il y avait 0 candidature unique pour l'ESCA il y a 5 ans à Bordeaux. Quand on regarde les chiffres, pour vous donner une petite idée, cette année sur Parcoursup, le campus d'Aix, qui est le plus petit aujourd'hui de ceux qui a été ouvert hier en 2016, eh bien, ce campus d'Aix-en-Provence a aujourd'hui plus de candidats pour lui seul que l'ISEG en totalité sur les Bouches-du-Rhône, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un effet d'attractivité qualitatif et il y a eu des choix qui ont été faits très simplement l'année dernière sur Aix-en-Provence. Nous aurions pu décider de remplir les 70 places initialement prévues sur le campus d'Aix-en-Provence. Et en fait, nous avons décidé de n'accepter que 52 candidats à Aix-en-Provence. L'effet aujourd'hui porte ses fruits, c'est que cette année, sur Aix-en-Provence, on a une attractivité qui a augmenté très sensiblement et une attractivité qui se fera, à mon avis, au détriment de certaines institutions comme Kedge ou certaines classes préparatoires, parce que l'ESCA est perçu dorénavant comme un acteur de qualité. Alors, si on poursuit le raisonnement, c'est que de toute façon, au niveau de la multiplication des campus, il y a aussi une donnée stratégique à intégrer. Et je pense qu'elle est un peu de la nature suivante. C'est que la crise du coronavirus, d'ailleurs, va même accentuer ce phénomène. Je ne suis pas certain que l'avenir soit au gros campus centralisé, soit à Paris, soit dans une seule ville de France, où on a des institutions qui ambitionnent d'avoir des campus de 5 à 10 000 étudiants sur une site. Je crois que l'avenir, il est plutôt en taille intermédiaire et humaine, parce que c'est ce qui va conserver l'esprit SK aussi, c'est de se dire qu'on est sur un campus, on n'est pas dans une grande usine ou une très grande université, on est dans une école à taille humaine dans laquelle on a entre 1000 et 1500 étudiants en moyenne, et avec une proximité avec les équipes administratives, le corps professoral, et dans laquelle on peut avoir une vie associative, parce que il n'y a qu'un BDE par campus, à peu de choses près. Si vous avez 10 000 étudiants, il n'y aura toujours qu'un BDE quasiment. Il n'y aura pas un BDE par tranche de 2000 étudiants. Donc, ça veut dire que chaque campus peut avoir son BDE. Et ça signifie aussi qu'en termes de proximité du fait de la crise du coronavirus, on a peut-être une carte à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de nos institutions ont basculé une bonne part de leurs enseignements à distance. Que l'avenir à la rentrée de septembre 2020, ça sera peut-être un mix entre du distanciel et du présentiel. Or, pour beaucoup de familles, il peut être intéressant de se dire, mais entre deux écoles, plutôt que d'envoyer ma fille ou mon fils à 500 km là pour faire ses études dans une école triplement accréditée, il se trouve qu'il y a l'ESCA qui est à moins de 100 km ou moins de 200 km, ou qui est dans mon agglomération, dans laquelle je n'ai pas forcément besoin de payer le logement, qui permettent de faire des allers-retours présentiels, distanciels beaucoup plus facilement. Et je pense que ça sera y compris une force pour de la formation continue, pour des actions avec les entreprises qui travaillent en réseau, par exemple un réseau bancaire, un réseau de grande distribution qui souhaite former ses cadres sur différentes villes de France. Et l'ESCA est la seule institution aujourd'hui présente dans 5 grandes agglomérations françaises, tout en étant triplement intégrité. Et ça, c'est aussi une force, à mon avis, sur un plan stratégique et de proximité et de qualité de service. Merci Jean pour cette réponse. Moi, j'étais curieux du coup d'entendre l'avis de Mathieu Arvizet sur à la fois la présentation et ce qui vient d'être dit. Et si jamais une question t'est venue, n'hésite pas. Oui, donc du coup, je trouve que c'est bien parce que l'école a beaucoup d'ambition et c'est vrai que je pense que déjà, je trouve que la décision stratégique de mettre un directeur de campus à Angers, c'est quelque chose
du coup, qui montre un peu l'internationalisation que va avoir l'école et aussi son ambition. Donc, je trouve ça super. J'ai une petite question concernant l'incubateur de l'ESCA. Parce que moi, j'ai pas choisi d'aller dans l'incubateur de Paris parce que donc le secteur où je voulais monter mon entreprise était le foot, et le foot a plus comment dire, de, de notoriété en Espagne qu'en France, et profitant du fait que je viens de Madrid, donc je suis allé à Madrid. Mais du coup, je voulais savoir un petit peu par rapport à quelles étaient les ambitions et surtout la stratégie par rapport à l'incubateur de l'ESCA. Ouais. Alors, sur l'entrepreneuriat en général, hein, et pas que l'incubateur, c'est l'esprit entrepreneurial à l'ESCA. Je pense qu'on va travailler, on va avoir un plan sur la facilitation de l'entrepreneuriat à l'ESCA, et pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, on le voit bien, en première et deuxième année, quand on fait des hackathons, des marathons entrepreneuriaux, tout ça, on a une forte appétence pour la création d'entreprises. Et alors, le cursus en lui-même a comme un effet inhibiteur sur les projets entrepreneuriaux. Je pense que pour accompagner des entrepreneurs, et ça je l'ai vu dans ma vie antérieure dans d'autres institutions, un entrepreneur, il a besoin d'un cadre, mais il faut qu'il ait aussi beaucoup d'options pour pouvoir mener à bien son projet. Et d'avoir un cadre trop rigide, ça ne veut pas dire un cadre moins exigeant, mais ça veut dire un cadre qui offre davantage d'options. Pour moi, c'est sans doute la meilleure des solutions pour favoriser l'entrepreneuriat. Il faut que nos étudiants entrepreneurs ne s'entendent pas dire, écoute, tu as ton projet entrepreneur en troisième année, tu as un projet entrepreneurial, bon, bah, c'est bien, tu continues à travailler dessus, et puis tu attends la cinquième année, une fois que tu es diplômé, une fois que tu as fait toutes ces spécialisations pour t'y mettre vraiment. Mais ça signifie qu'il faut repenser notre cursus en facilitant les interruptions d'études pour conduire son projet entrepreneurial. Aussi, peut-être imaginer une majeure entrepreneuriat qui fonctionne différemment de ce qu'elle fonctionne aujourd'hui, peut-être sur un mode de l'alternance. Alors, ce n'est pas de l'alternance, puisque quand on est entrepreneur, on n'est pas salarié d'une autre entreprise. Mais un entrepreneur, on ne peut pas lui dire pendant un semestre, tu es à l'école, et puis après, tu pars à l'international, et puis tu ne t'occupes pas de ton entreprise. S'il est sur un projet entrepreneurial, il faut qu'il puisse se dire, eh bien, par exemple, je suis 2 jours à l'école, et puis après, tout le reste de la semaine, je peux travailler sur mon projet d'entreprise. Et comme ça, pendant tout son cycle master. Mais il y a peut-être aussi d'autres possibilités, et on étudie ça de très près. C'est-à-dire qu'on a un centre d'accompagnement pédagogique, vous connaissez le CAP. Ben moi, je pense qu'il faut imaginer un centre d'accompagnement entrepreneurial. Ce n'est pas que de l'incubation, mais c'est tout un dispositif qui permettrait à des étudiants qui ont un projet de création d'entreprise, qu'ils souhaitent ou non faire la majeure en entrepreneuriat, qu'ils puissent être accompagnés tout au long de leur cursus sur ce projet, indépendamment de la spécialisation. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une question d'accompagnement, de donner envie et de donner un peu de souplesse au cursus. Quitte à ce que l'étudiant fasse son cursus en 6 ans plutôt qu'en 5. Entre nous soit dit, l'important, c'est qu'il mène à bien un projet qui lui est cher. On sait très bien qu'un étudiant entrepreneur fonctionne de façon très affective par rapport à son projet. Il faut lui donner un cadre, c'est-à-dire lui rappeler à un moment ou à un autre qu'il doit jouer selon les règles académiques que suit l'école, mais on doit lui fixer aussi, on doit lui donner des souplesses dans son mode de fonctionnement, sinon on va tuer l'entrepreneuriat. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs à l'école. Moi, je me dis que, alors, globalement, il faudrait qu'on ait 4% d'entrepreneurs par an. 4%, certains vont dire que ce n'est pas beaucoup, mais 4% de 1000, ça en fait 40 par an. Si on avait vraiment 40 étudiants par an qui s'affichent comme entrepreneurs et qui lancent des beaux projets, eh bien, ça serait déjà une belle évolution. Voilà. Merci Jean pour cette Il y a des réponse, projets ça donne envie en tout cas. J'étais curieux quant à nous d'entendre les réactions au plan d'Alice Dubald. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, donc je trouvais que la présentation du plan Odyssée était très intéressante. Moi, j'avais juste une question. Je sais que quand j'étais à l'ESCA, ce que j'aimais beaucoup, c'était la solidarité qu'on avait entre tous les étudiants, dont l'Union Campus Angers-Paris, c'était un peu pareil. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez réussi à garder cet esprit d'union entre tous les campus et cet esprit de solidarité? Est-ce que vous avez réussi à faire des événements entre Lyon, entre Bordeaux, entre Aix? Parce que je pense que ça ne doit pas être évident. Et c'est une valeur qui est forte, je trouve, dans l'ESCA. Ouais. Alors, vous soulignez un point qui est très important, Alice, hein, c'est cet état d'esprit SK.
Alors, que ce soit sur le plan associatif ou sur le plan tout simplement de l'expérience étudiante. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le plan stratégique, ce qu'on a décidé à ce stade n'est pas fini. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, commencent des groupes de travail sur l'expérience. Et on va avoir des groupes de travail dédiés à l'expérience étudiante, d'autres à l'expérience prof et d'autres collaborateurs administratifs. Mais l'expérience va être au cœur vraiment de notre réflexion parce que ça a plusieurs impacts. D'une part, si on se dit à un horizon 2025, l'ESCA doit être un des cadres de vie les plus agréables ou en tout cas les plus enrichissants pour un étudiant, ça veut dire qu'il a passé 5 années épanouissantes et dans lesquelles il sent qu'il adhère, il participe à un projet collectif. Et ça ne peut se faire que si, avant, on a un peu défini les règles de ce que pourrait être attendu par un étudiant ou une étudiante qui rentre en 2020. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Maintenant, par rapport à ce qui se fait, alors, modulo la crise du Covid et encore, c'est vrai qu'il y avait cette union Paris-Angers. Alors, il se trouve que l'année avant que j'arrive, il y a dû y avoir quelques excès, ce qui fait qu'il y a eu un stop qui a été mis à ces soirées communes qui ont été parfois un peu… qui ont connu quelques égarements apparemment. Moi, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. À l'époque, je n'étais même pas à l'ESCA encore, pour tout vous dire. J'en ai entendu parler quand j'étais à l'extérieur. Comme quoi, tout finit par se savoir dans ce bas monde. Non. Plus sérieusement, le battle intercampus fait partie de ces éléments fédérateurs. C'est-à-dire que dorénavant, tous les campus se retrouvent pendant 2 jours pour des challenges sportifs et puis un concours de danse dans le centre de la France. Et là, ça permet de créer un esprit ESCA que pendant 2 jours, certes, mais on va travailler justement à toutes ces différentes expériences, parce que c'est vrai pour le PGE, c'est vrai pour le bachelor. Mais cette année, malgré le Covid, on n'a pas pu faire ce challenge. On a organisé un challenge e-sport intercampus. Mais ça aussi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. La semaine dernière, j'étais avec la junior entreprise. C'est très intéressant parce que le président de la junior entreprise aujourd'hui est confronté au même problème que le DG de l'ESCA, c'est-à-dire qu'il est à la tête d'une association multisite. Et là, il va devoir travailler à une organisation de la junior entreprise sur tous les sites. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans la réforme pédagogique du programme Grande École qu'on est en train d'imaginer, au même titre que ça se passe par exemple dans certaines écoles telles que l'EDEC, Audencia, où quand on est à l'EDEC, on consacre une année complète à la préparation de la course croisière d'EDEC. Eh bien, je pense qu'à l'ESCA, les étudiants qui ont envie de s'occuper d'une association qui rayonnerait au niveau national, et s'ils veulent vraiment l'animer au niveau national pour créer un esprit école nationale, eh bien, ils puissent y consacrer 6 mois, 1 an sans être pénalisés, que ce soit vraiment valorisé dans son cursus. Alors, valorisé, certes, à la fois en termes de crédit, mais moi, je pense qu'il faut éviter de mélanger les crédits académiques et les crédits associatifs, et on ne le fait pas pour les mêmes raisons. En revanche, ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir associer cet engagement associatif avec une forme de partenariat avec les alumni. On en a déjà parlé avec Patrick Bouillet et ses équipes pour se dire, est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas imaginer que ces étudiants qui consacrent 6 ou 12 mois à la vie associative de l'école n'aient pas un bonus grâce au réseau des anciens qui leur permettent de se dire, eh bien, je me suis investi 6 ou 12 mois pour la vie associative. Ben, dans ce cas-là, je sais qu'il y a un diplômé qui va me proposer un stage de super qualité par la suite. Et comme ça, je vais pouvoir valoriser également à travers mon expérience. Mais on pense beaucoup à ça. Et pour tout vous dire, je réfléchis même en ce moment, pourquoi pas, à la création à terme d'une direction de l'expérience étudiante, qui serait beaucoup plus large que la vie étudiante, de l'intégrer sous toutes ses formes, avec l'accompagnement de l'entrepreneuriat, l'accompagnement pédagogique, la vie associative, et ainsi de suite. Parce que ça, je pense qu'on doit avoir cette approche expérience utilisateur. Alors, on a Gauthier, merci pour l'explication, c'est très convaincant. On a Gauthier sur le chat qui revient sur la multiplication des campus. Est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas plus de place, donc on fait baisser le niveau? Est-ce que le fait de surmarketer l'ESCA ne va pas nuire à l'image des candidats auprès des entreprises? Un mot là-dessus, Jean? Alors, moi là-dessus, je suis très à l'aise. Vous savez, l'EDEC a multiplié à peu près par 4 son nombre d'étudiants sur les 15 dernières années. Est-ce que ça nuit à l'image de l'EDEC? Audencia a doublé son nombre d'étudiants. Est-ce que ça nuit à l'image d'Audencia? Je n'ai pas vraiment l'impression. Le nombre d'étudiants à l'ESSEC a au moins triplé sur les 20 dernières années. Est-ce que ça nuit à l'image de l'ESSEC? Si on prend
des institutions comme le PFL. Le PFL, aujourd'hui, c'est des promos de 2500 étudiants. Est-ce que le PFL est une mauvaise institution? Je n'ai pas l'impression. En fait, la vraie question, c'est quel projet et surtout, quelle exigence on a. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment. On revient sur les campus, c'est le processus de sélection. Il y a le processus historique des grandes écoles françaises qui dit on sélectionne à l'entrée avec un concours, et puis après, l'étudiant, quasiment, il a 90% de chances d'arriver au terme de ses études sans, je ne vais pas dire sans faire trop d'efforts, mais en ayant un comportement optimal, optimisé, et un peu opportuniste dans certains cas. Et l'année dernière, par exemple, on a triplé le nombre de redoublants et d'exclus en première et deuxième année. Parce qu'à un moment ou à un autre, le message, il est simple. Certes, vous êtes rentré, mais ça ne vous donne pas le droit d'être diplômé pour autant. On sait que ceux qui vont être diplômés, ce sont ceux qui ont fait un effort, qui ont souhaité obtenir leur diplôme. Et on revient sur l'expérience étudiante et le ressenti d'une expérience étudiante. Le sentiment d'appartenance d'un étudiant est d'autant plus fort à la fin de ses études lorsqu'il sait qu'il a mérité son diplôme et qu'il est fier d'obtenir son diplôme. Donc, je m'inscris moins dans la logique française traditionnelle de dire on sélectionne fort au départ et on baisse la contrainte ensuite, que de se dire on sélectionne, peut-être un peu moins fort qu'avant, mais en revanche, pour passer en première, deuxième, troisième, quatrième année, c'est loin d'être gagné. Et c'est pas que je suis psychorigide, c'est tout simplement parce que je sais que ça va renforcer le sentiment de sérieux, d'exigence, mais ça n'empêche pas aussi, comme je disais, d'avoir des cursus adaptés. Si un étudiant est entrepreneur et qu'il a du mal à joindre les deux bouts entre le projet entrepreneurial et le projet académique, ben, moi, j'ai connu un étudiant dans une autre école qui a mis 2 années de plus pour faire son cursus sans redoubler, mais on avait aménagé son cursus. Et un étudiant pourrait très bien à terme se dire, bah, au lieu de faire l'ESCA en 5 ans, je le fais en 6 ans ou en 7 ans, mais en même temps, ça me permet de créer mon entreprise. J'ai respecté les critères académiques et pour autant, j'ai mené à bien mon projet. Il faut rénover tout ça pour vraiment avoir une approche qui soit beaucoup plus responsabilisante parce qu'in fine, un étudiant qui pense qu'une fois qu'il a passé son concours, il a tout mérité et que derrière, il n'a plus besoin de faire des efforts, eh ben, on ne prépare pas à être un manager. Parce qu'un manager, c'est quand même être bon à peu près tous les jours. Et si je m'adresse à des diplômés, je sais qu'ils ne peuvent pas se dire une fois que je suis recruté, c'est bon, je suis dans ma boîte jusqu'à la retraite parce que je sais qu'ils vont garder une place pour les 30 années à venir. En fait, tous les jours, vous devez faire vos preuves. Et ben, je pense qu'un étudiant, pour bien le préparer, il faut qu'il fasse ses preuves un peu tous les jours. Voilà. En effet, on espère que ça répond à la question de Gauthier. N'hésitez pas sur le chat, hein, vous avez d'autres questions. Tant que tu auras des questions, bah, on sera là pour y répondre. Je voulais avoir l'avis et la réaction sur le rapport stratégique de Maxime. Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc merci pour cette présentation, Jean. Moi, j'ai lu attentivement en fait ce programme Odyssée 2020-2024 sur le site de l'ESCA. J'ai aussi lu quelques articles à ce sujet. Alors, j'aimerais aussi rebondir par rapport à ce qu'a dit Mathieu et également par rapport à ce qu'a dit Alice. On ne parle pas, Mathieu parlait de l'incubateur, d'entrepreneuriat, même vous parlez des futurs managers. J'ai pas ressenti, par exemple, il y a une nouvelle vague d'étudiants qui arrive, une nouvelle génération qui est beaucoup plus consciente des valeurs écologiques, des problèmes écologiques qu'il y a aujourd'hui, sur les responsabilités sociétales. Il y a plein de choses qui ne sont pas spécialement évoquées et je pense que ça pourrait être un axe finalement pour aussi attirer des étudiants. Effectivement, on n'en parle pas en 2020-2024. Donc, est-ce que à terme, il y aura je sais pas, un plan au sein d'un incubateur ESCA pour dynamiser ces sujets? Et alors, c'est des remarques, questions, mais je trouve ça intéressant d'échanger là-dessus. Il y a ma dernière question qui mérite d'être posée quand même, c'est que bon, il y a un investissement de 100 millions d'euros. Effectivement, en se renseignant, le monde des écoles de commerce est un monde, on va dire, ultra concurrentiel. On voit bien que chaque école doit s'adapter, se développer international pour assurer son développement, améliorer sa digitalisation et aussi, on va dire, améliorer son rapport aux entreprises. Derrière ces 100 millions d'euros, on connaît le nombre de personnes qu'il y a dans les promos. On s'imagine qu'elles vont donc augmenter aussi avec l'augmentation des campus. Bon, il y a un chiffre qui m'a fait un petit peu rougir. Je me suis dit, oula, ok, j'étais dans une école de commerce, je savais qu'on la payait assez cher, mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait quand même une hausse significative du prix finalement de l'ESCA.
Alors, oui, pour diverses raisons. J'ai vu aussi qu'il y avait des baisses des aides de l'État pour tous les programmes. Mais voilà, est-ce que vous n'avez pas peur justement de perdre un petit peu le fil avec cette hausse du prix de l'ESCA? Après même, on en discutait juste en off avant que ce meeting commence par rapport au fait que l'ESCA soit mis sur Parcoursup. Enfin, est-ce que ce virage, finalement, et là, je rejoins Alice hein, sur son inquiétude, est-ce qu'on a toujours notre unicité? C'est est-ce qu'on va pas perdre finalement ce noyau SK, avec tous ces changements qui finalement sont obligatoires face à la conjoncture des écoles de commerce et à la fois est-ce qu'on arrivera à garder vraiment notre âme, quoi? Voilà. Vous soulevez un point qui est un point important, c'est de travailler la culture en changeant de dimension et en changeant d'organisation. Mais vous savez, il en est de l'ESCA comme il en est de toutes les organisations. Si je prends le cas de la taille, si je refuse la taille, je refuse tout de suite les accréditations parce que les accréditations sont des barrières stratégiques à la taille. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien partir du principe de se dire, bah, restons sur un modèle relativement, on reste sur un modèle historique avec des promos de 500 étudiants, on ne progresse plus, on ne fait plus de croissance, et on accepte de complètement être distancé sur le domaine des accréditations. Ça veut dire que vous, en tant que diplômé, vous partez du principe, vous acceptez que l'école disparaisse des classements internationaux et disparaisse des classements français. Et je sais très bien que si on veut être à la frontière du top 10 dans les années à venir, on doit avoir des capacités d'investissement et on doit avoir un bon classement, des accréditations et ça veut dire qu'on doit avoir des moyens. Alors, bien évidemment, on aborde la question des frais de scolarité et je sais que c'est un sujet sensible. Alors, premier point, à ce jour, les frais de scolarité de l'ESCA sont moindres sur un plan annuel que ceux des écoles. Je vais même dire, et une fois j'avais fait cette présentation au conseil d'administration, en étant la 15e place, entre la 15e et la 20e place, l'ESCA est à sa place en termes de frais de scolarité et d'enclassement, parce qu'il y a à peu près la même concomitance. Alors, voilà, c'est la réalité. Maintenant, ça veut dire qu'on est à une autre place par rapport aux frais de scolarité dans les classements. Deuxièmement, si on décide d'augmenter les frais de scolarité, comme ça a été prévu dans le plan stratégique, c'est une augmentation de 30% à l'horizon du plan à 2024. 30%, ça fait beaucoup. Premier bémol, il y a 10 ans de ça, si j'avais dit les frais de scolarité de l'ESCA vont passer de 5 000 à 10 000 euros, il y en a plein qui m'auraient dit vous êtes fous alliés, ça n'arrivera jamais, personne ne viendra faire des études à l'ESCA à 10 000 euros par an. On est à 11 000. Alors, c'est pas pour ça que comme on dit, hein, les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Ensuite, pour les années à venir, si on augmente de 30%, ça veut dire que de toute façon, on a accepté encore d'être largement en dessous de la moyenne du secteur. Maintenant, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on va dire que moins de 10% des étudiants du programme Grande École de l'ESCA bénéficiaient de l'alternance sous forme de contrat d'apprentissage ou sous forme de contrat de professionnalisation. Et que justement, la création de cette direction des relations entreprises, comme je parlais de design organisationnel tout à l'heure, ce renforcement de la direction des relations entreprises, c'est pour renforcer la place des contrats d'alternance sous apprentissage ou contrats de professionnalisation et faire en sorte qu'à l'horizon 2024, 50% des étudiants du cycle master soient sous contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Ça veut dire qu'ils ne paieraient ni leurs frais de scolarité pendant les 2 dernières années, et en plus, ils seraient payés par l'entreprise. C'est ça l'objectif. Ça veut dire que justement, on travaille sur le modèle économique pour qu'il soit soutenable pour les familles aussi. Alors, Et qu'il soit financé par les on a Patrick qui voulait intervenir. Vas-y, Patrick. Oui, 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 merci. Juste une intervention à la suite de l'explication de Jean. C'est là où les alumni vont avoir un rôle absolument essentiel. Je suis moi-même boursier, ce qu'on appelle les boursiers 7, donc c'est les plus hauts niveaux de bourse qui peuvent être décernés par l'État. Et ce qui m'a permis, moi, en étant boursier, les frais de scolarité étaient sans aucune commune mesure à mon époque qu'aujourd'hui, mais ça m'a permis de financer l'intégralité de mes études. Et donc, c'est une cause qui est vraiment chère à mon cœur. C'est que globalement, aujourd'hui, le niveau de boursier 7 est très, très, très inférieur à la moyenne des établissements de même nature, donc les écoles de commerce notamment. Et ce que je voudrais, à travers l'action des alumni, et notamment, un scoop, ça y est, la Fondation ESCA a été
créé sous l'égide de la Fondation de France, c'est pouvoir collecter suffisamment de fonds auprès de la communauté des ESCA ou des amis ESCA, collecter des fonds pour permettre justement d'offrir des bourses d'excellence et permettre d'avoir cette diversité sociale qui a fait la richesse, enfin moi à mon niveau en tous les cas, qui a fait la richesse de mon expérience durant l'école. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et pour modérer un peu, oui, effectivement, on est dans une course à l'échalote, on est obligé d'augmenter les frais de scolarité parce que le marché est ainsi fait que pour financer une salle Bloomberg, mine de rien, c'est 65 000 euros à l'année réellement pour une simple salle. Donc il y a des besoins pédagogiques qui sont très, très importants. On a vu aussi le financement des infrastructures. Là aussi, l'ESCA se doit de continuer à rayonner. Le campus de Lyon, par exemple, il est statutaire. Quand on rentre dans ce campus, on n'est pas dans une école de pimpin. Il y a vraiment une valeur qui est derrière, mais tout ça, ça a un coût. Et là aussi, sur cette mixité sociale, cette richesse des différents parcours, il est important pour nous, à travers la Fondation ESCA, d'aider l'école à avoir cette mixité, atteindre cette mixité, pouvoir augmenter les frais de scolarité, mais pouvoir aussi diminuer le reste à charge au niveau des familles. Voilà ce que je voulais rajouter à l'intervention de Jean. Quant à la RSE, de toute façon, ça fait partie des points sur lesquels on a beaucoup travaillé sur ces derniers mois. D'ailleurs, on travaille sur différents labels RSE et on veut l'intégrer de plus en plus dans le projet des étudiants. Mais ça se travaille progressivement. C'est-à-dire que je ne suis pas un adepte de greenwashing et de se dire on va faire de la RSE à géométrie variable et on va l'intégrer quand bon nous semble. Donc ça veut dire que, par exemple, je n'ai pas forcément été parmi les signataires de la charte sur le climat. D'ailleurs, ces mêmes directeurs d'école qui ont signé toute la charte sur le climat en septembre dernier, depuis, je n'ai rien vu bouger. En revanche, nous, depuis septembre dernier, par exemple, le campus d'Angers est labellisé par la Ligue de protection des oiseaux et c'est l'un des premiers de France. Donc, on va travailler sur des fondamentaux de la RSE. Ça veut dire qu'on va regarder de plus près notre empreinte carbone. Ça veut dire qu'également, sur cette empreinte carbone, vous savez, les campus à l'étranger, ça pose question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait des enseignants qui partaient de Lyon, d'Aix, de Paris pour aller dispenser des cours à Angers ou Shanghai. Et bien dorénavant, on recrute nos enseignants directement sur place pour éviter d'avoir cet impact carbone lié au déplacement. Et tout ça, ça va s'intégrer progressivement. Je souhaite aussi que si on travaille sur ces thématiques de développement durable, de RSE, ça se fasse moins dans une logique PowerPoint et plus dans une logique un peu, je veux dire, responsable et intelligente. Dans le sens où, pour moi, un étudiant d'école de commerce, il a vraiment fait de la RSE, il est capable de me calculer l'empreinte carbone à la fin de ses études. Et il ne m'en parle pas de façon, je vais dire, entre guillemets, bisounours, en me disant il faudrait faire ci, ça ou ça, mais sans avoir une approche, je dirais, quantitative. Parce qu'une entreprise, on n'arrivera pas à changer le fonctionnement d'une entreprise si on n'arrive pas à prouver à cette entreprise que derrière, il y a un impact économique sur son fonctionnement. C'est la réalité. Et que si on veut changer la société, il faut apporter une équation économique à cette société pour qu'on puisse l'intégrer dans les changements sociétaux. Et pour ça, nos étudiants doivent être formés. C'est pour ça que dans les années à venir, on envisage beaucoup plus de proximité avec des écoles d'ingénieurs pour que nos étudiants aient une approche un peu technique de ces enjeux du développement durable. Alors, on a une transition toute trouvée sur le chat avec Paul Rousseau qui nous pose une question très précise. Les masters de la majeure finance ont beaucoup de potentiel pour amener ces formations au niveau des plus grandes écoles, notamment en encourageant plus fortement la césure pour permettre d'intégrer plus de cours. Un tel projet est-il envisageable ? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un point, c'est la nomination d'un nouveau directeur de programme du programme Grande École. Justement, on travaille sur toute la maquette pédagogique et un des éléments, c'est de favoriser l'année césure. Alors, pour une raison simple, c'est que ce qui m'a surpris, moi, en arrivant à l'ESCA, après avoir quand même travaillé pendant près de 15 ans dans une école post-prépa, c'est le faible pourcentage d'étudiants qui faisaient des années césure. Alors certes, quand on passe 5 ans dans une école, on se dit, bon, on ne va pas en passer une de plus. Ceci dit, quand on est en année césure, on n'est pas vraiment dans son école. Et l'année césure, ça présente un énorme avantage, c'est que vous gagnez énormément en maturité professionnelle quand vous faites votre spécialisation.
C'est pour ça qu'on va essayer d'énormément pousser, stimuler, encourager les étudiants à faire des années césure entre la fin de la 2e année et la fin de la 4e année. C'est vraiment sur ce pivot-là que doivent se jouer les années césure. Comme ça, les étudiants qui arrivent en phase de spécialisation auront un bon niveau déjà de pratique et donc rentreront dans ces spécialisations avec des questions vraiment techniques beaucoup plus approfondies. Et c'est là où on fera aussi des spécialisations qui, à la fin, seront encore plus appréciées par les entreprises sur le marché du travail. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tout juste 15% à peu près d'étudiants qui sont sur des années césure. Il faudrait qu'on monte rapidement à 50%. Voilà. Et ces années césure, par rapport à une question qui aurait pu être posée, hein, ces années césure ne seront pas facturées au prix d'une année scolaire normale. Voilà. Qu'on ne me prenne pas au mot en disant que je rajoute des années en les facturant, même si l'étudiant n'est pas présent en salle de classe. Bien évidemment, ça fera l'objet d'un ajustement. Il y aura ceci dit sans doute quelques coûts, parce que si on veut favoriser les années césure, il faut qu'on ait des forums qui permettent de favoriser les départs en année césure. On ne part pas en année césure s'il n'y a pas un forum en amont qui est dédié à ça. Voilà. Merci pour ces réponses toujours claires. On arrive à la fin de l'émission. On vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir été actifs sur le chat. Voilà, on essaie de jouer un petit peu un ping-pong pour que on réponde aux vraies questions que les alumni se posent. Est-ce que Jean, tu aurais un mot de la fin, une conclusion qui te tiendrait à cœur? Et puis après, on va clore. De toute façon, dès que je peux, dès que j'ai pu, l'année dernière, j'ai été à la rencontre de nos différents diplômés en France et à l'étranger. Pour moi, c'est toujours un moment important de pouvoir échanger avec eux. Alors, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais Patrick Bouillet le sait, dès que je me déplace, j'essaye de faire des rencontres avec ces diplômés. Je pense que, et je sais de rencontrer le directeur de son école, surtout un directeur qu'on n'a pas connu, c'est pas toujours passionnant. Mais d'un autre côté, d'avoir ce moment d'échange, ça peut être vraiment une opportunité parce que on ne sait jamais. Vous savez, il y a plein de choses qui changent dans la vie. Parfois, ça peut être l'occasion de discuter avec le directeur d'école qui lui a rencontré plein de diplômés. Il se rend compte que lorsque vous échangez avec lui, il connaît un autre diplômé de l'ESCA qui est peut-être à 300, 500 ou 1500 km et qui est sur un projet à peu près identique et sur lequel vous pourriez parfois échanger. D'autre part, c'est aussi un bon moyen de garder un lien avec l'école. Je sais que l'expérience des Escaliens est toujours forte. Justement, on gardera l'esprit de l'école parce que les diplômés restent proches de leur école, que ces jeunes étudiants qui arrivent à l'école, ceux qui sont rentrés en 2018, 2020, qui rentreront en 2021 et 2022, ils comprendront l'esprit de l'école parce que les diplômés restent proches de cette école et qu'ils contribuent à véhiculer ce qu'ils attendent d'un Escaïen. Parce que ça, les valeurs, elles se perpétuent parce qu'elles se transmettent d'une génération à l'autre. Et je pense que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et puis, bien évidemment, quand on vous demande de répondre à un classement, n'oubliez pas de répondre, c'est toujours sympa parce que, in fine, ça contribue à l'attractivité de l'école, à sa réputation. Et puis, in fine, ça contribue toujours au sentiment d'appartenance de ceux qui y sont passés et de ceux qui y sont. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente continuation et puis surtout, comme il est d'usage en cette période, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches. Voilà. Merci Jean d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour répondre aux questions voilà, sans filtre, à la fois de nos interlocuteurs qui étaient ici, mais aussi sur le chat. On remercie Alice, Mathieu, Maxime aussi d'avoir été là avec nous, évidemment Patrick. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de l'ESCA TV Alumni la semaine prochaine. Ce sera le jeudi 28 si je ne me trompe pas. Bonne soirée, prenez soin de vous.